Je refuse de laisser un tel héritage aux générations futures. Je refuse qu'elles se questionnent sur leurs identités et leur légitimité à exister. Je refuse qu'elles grandissent sans une bonne représentation de la diversité humaine. Je veux que cela devienne le combat de chacun et chacune, car cela nous concerne toutes et tous. Une représentation diversifiée et positive dans les médias est cruciale pour le développement sain des enfants et des adolescents. Bonsoir les Itata. Ce soir, j'accueille une jeune femme talentueuse, martiniquaise, qui est blogueuse littéraire et autrice. Elle est particulièrement engagée dans la représentativité et l'inclusivité dans le monde littéraire. Bonsoir Élodie Audarnelin. Bonsoir Lauriane. Et je vous reçois pour le manifeste d'une lectrice en colère que vous avez sorti. Qu'est-ce qui provoque cette colère chez vous? Pourquoi est-ce que vous êtes en colère? Alors, il faut savoir que je suis blogueuse littéraire depuis 2017. Un certain temps. Oui, un certain temps. Et je bloguais normalement comme toute blogueuse littéraire. Je lisais mes petits livres et tout. Mais au fil du temps, j'ai commencé à constater en fait des dérives dans le monde littéraire en fait. Je voyais que c'était toujours les mêmes livres avec toujours la même représentation. Et c'était déjà une idée que je me faisais en grandissant en fait. Plus je grandissais, plus mes lectures grandissaient aussi, on va dire, parce qu'il y a des livres pour enfants, des livres pour ados, des livres pour adultes. Et je voyais toujours ce manque de représentation. Donc, petit à petit, je commençais à parler, mais pas trop, en story. Et lors de la mort de George Floyd, qu'il repose en paix, je ne sais pas, c'est là que ma langue s'est déliée, en fait. J'ai commencé à pointer du doigt les inégalités en général et après à pointer du doigt les inégalités dans le monde du livre, puisque je m'y connais. Et je me suis rendu compte que cette colère était là depuis un moment et que je la lâchais, je montrais que je ne me suis jamais vraiment sentie représentée, que ce n'est pas normal, que ce manque de représentation a des conséquences en fait. Et j'ai remarqué que je n'étais pas la seule. D'autres langues se sont déliées. Bien sûr, je ne suis pas la première et je ne suis pas la dernière. D'autres avaient parlé avant moi. Mais à ce moment-là, j'ai senti un ras-le-bol général et tout le monde s'y mettait en fait. D'accord. En fait, la mort de George Floyd et tout ce qui s'en est suivi, Exactement. Black Lives Matter, tout ce mouvement social, sociétal même, a contribué à ce que vous ayez envie d'y contribuer en quelque sorte et de porter votre voix aussi? Exactement. À mon échelle, donc dans le monde du livre, j'ai voulu contribuer, j'ai voulu montrer qu'il n'y avait pas assez de représentation des personnes noires, puisque je suis premièrement noire, donc je vais parler de ce que je connais. Bien sûr, les autres personnes racisées / non blanches en font partie, mais en tant que personne noire, je voyais vraiment ce manque de représentation dans des genres plus que d'autres, surtout en romance ou dans la littérature jeunesse. Bref, il y avait un manque. Et pour moi, on se construit correctement en se voyant dans les médias, que ce soit les livres, les magazines, les séries TV. Et c'est de ça que je parle au début de mon livre, de ma construction en tant que petite fille noire qui regardait des séries TV avec cette représentation qui n'était pas très bonne à l'époque. Alors, parlez-nous-en justement de cette représentation quand vous avez grandi. On a à peu près le même âge, on a grandi avec les mêmes séries, avec les mêmes dessins animés, etc. C'est ça. Qu'est-ce qui a caractérisé justement votre enfance, votre adolescence en termes de représentation ou de non-représentation? Alors, en termes de non-représentation, disons que je vais parler de mes cheveux, donc de mon rapport avec mes cheveux. Je me suis fait défriser les cheveux en 6e. Et ce n'était pas un choix de ma mère, c'était moi qui voulais. Et je me rappelle que c'est parce que je regardais à l'époque Ma famille d'avant et que Caddy, la petite dernière de la famille, qui avait les cheveux naturels, à la dernière saison, je crois la 5e, si je ne me trompe pas, avait les cheveux complètement lisses. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien et tout. Et puis, elle faisait plein de coiffures. Donc, ce n'était pas forcément une mauvaise vision dans le sens que je n'aimais pas mes cheveux et qu'elle n'aimait pas ses cheveux. C'est que j'ai vu ça.
Donc, c'était ma première représentation, on va dire, du cheveu et que j'ai voulu faire. J'ai insisté. J'ai fini par obtenir ce que je le voulais. Saint Graal. Ah ouais, c'est ça. Et je l'ai regretté par la suite. Et j'ai fait mon Big Shop par rapport aussi à la représentation, puisqu'avec le mouvement Nappy, le mouvement Big Shop, avec les youtubeuses noires qui ont émergé. Exactement, sur les réseaux. J'ai fait mon Big Shop en 2018 et je suis totalement heureuse aujourd'hui parce que mon rapport avec mes cheveux a totalement changé. Donc pour moi, c'est la preuve qu'on se construit par rapport à notre environnement, pas seulement les autres physiquement qu'on voit autour de nous, mais aussi ce qu'on voit à la télé. Ce qu'on consomme. Exactement, ce qu'on consomme, ce qu'on entend à la radio, etc., etc. En grandissant, ben voilà, je suis une enfant qui regardait Disney Channel, donc voilà, les séries, on connaît, Les Sorciers de Waverly Place, Phénomène Raven. Et en parlant de Phénomène Raven, je crois que c'est la seule représentation dont je me rappelle correctement. Il faut dire que c'était un personnage qui était très bien habillé à l'époque à la Tendance. télé. Exactement. Je ne peux pas dire le contraire, mais à part elle, je ne pourrais pas nommer. Les personnes noires, c'est toujours des personnages secondaires dans les autres séries. Donc voilà. Et dans le monde du livre, comment est-ce que ça se manifeste justement? Alors, dans le monde du livre, toujours en parlant des personnages noirs, on n'est vraiment pas assez représenté, on est invisible, on va dire. Par exemple, on va trouver, alors maintenant, donc de 2022 à 2025, beaucoup de livres dans le genre young adult, mais dans le genre romance, dans le genre thriller, dans le genre jeunesse, en fait, c'est encore un manquement. Et j'ai conscience en fait des livres qui sortent puisque en tant que blogueuse sur mon blog je répertorie en fait tous les livres avec des personnages noirs qui sortent. Donc je vois au fil du temps et surtout toujours après George Floyd, puisque après avoir milité sur les réseaux sociaux, certaines maisons d'édition ont pris en compte le besoin, le cri en fait, mais là ça a légèrement ralenti, comme s'ils avaient surfé sur la vague, la vague exactement de diversité, et que ça ralentissait, donc on continue le combat. Mais certains vont dire, ah mais il y en a qui sortent et tout, mais c'est toujours pas suffisant. Tu as des personnes qui sont surreprésentées et tu en as d'autres qui sont sous-représentées en fait. Il faut quand même un équilibre. Exactement, un équilibre, ce n'est pas normal. Donc en romance, pareil, on se construit comment? On se construit aussi dans nos relations, on va pas se mentir, aussi parce qu'on voit à la télé, parce qu'on entend, parce qu'on lit, et qu'on voit que le Black Love est visible en fait, que le Black Love est inexistant, ben, on se demande, mais est-ce qu'on a le droit d'aimer? Est-ce que nos histoires existent? Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'il y a des gens qui ont des choses à raconter. Mm-hmm. Et justement, avec cette invisibilisation, cette difficulté à se frayer un chemin dans l'univers des médias, dans le monde de l'édition, comment est-ce que vous... Comment dire? Quel regard vous portez sur le monde de l'édition actuelle vis-à-vis des... alors, vous en avez parlé un petit peu, la progression qu'il y a eu, donc ça stagne un petit peu. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ça? Ah, on arrive au sujet par là. On va pas se mentir, on voit dans le monde dans lequel on vit. Le racisme, moi, depuis, c'est un fait sociétal, ça se manifeste dans la société. Ce sont des opportunités manquées selon son genre, son ethnie, sa provenance. Donc, pareil, dans le monde du livre, et j'ai un exemple flagrant. À l'époque, il y avait la page Balance ton porc, Balance ton mec, mais il y avait aussi Balance ta maison d'édition. Oui. Et je ne sais pas qui était derrière le compte, mais la personne avait investigué, elle est allée rechercher, et il y a plusieurs maisons d'édition qui avaient dit que les romances avec des personnages noirs ne sont pas bankable. Pour ceux qui ne savent pas, bankable dans le monde du cinéma, c'est dire vendable. En fait, ça ne va pas se vendre, les lecteurs ne vont pas y adhérer, les lecteurs ne vont pas acheter, et c'est faux. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Si la maison d'édition ne prend pas le risque, on va dire, si c'est un risque à ses yeux, de publier des romans avec des personnages noirs, forcément, il n'y aura pas de lecteurs. Et moi, dans mon livre, j'apporte un petit peu aussi mon regard en tant que diplômée, puisque j'ai un DUT, une licence en management et gestion des entreprises et des administrations, un master marketing. En fait, j'apporte ma vision pour vendre exactement professionnel. Une maison d'édition, ça reste une entreprise qui vend un produit, à savoir le livre. Donc, il y a une segmentation, il y a des marchés, il faut voir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas. Et s'il y a tout un pan de la population qui demande à ce qu'un certain produit soit vendu, en fait, il faudrait écouter, il faudrait se poser, faire une étude de marché, visualiser, investiguer, etc. Donc, les maisons d'édition partent du principe que on va mettre les personnes noires de côté, non noires ne vont pas acheter ce genre de livre, et donc ne sortent pas ce genre de livre. Il y a aussi le fait que beaucoup de personnes envoient leurs livres qui sont
pour X raisons, refusé. Donc, au fil du temps, ça décourage, elles n'en voient plus. Donc, on a plein de cercles vicieux, le fait de ne pas envoyer, donc pas de publication, le fait d'envoyer, mais des réponses négatives, le fait que les maisons d'édition ne vont pas prendre ce risque, entre parenthèses. Donc, tout ça contribue au fait qu'on a toujours ce manque de représentation parce que personne ne va vouloir sortir des sentiers battus. Et je parle aussi de l'inclusivité. Si dans la maison d'édition, il n'y a pas de personnes racisées ou il n'y a pas de personnes noires qui va apporter un petit peu un nouveau regard, en fait, les choses ne vont pas bouger. Tout dans la vie, c'est l'inclusivité. Une fois qu'il y a de l'inclusion, en fait, on a un regard nouveau sur une chose et ça permet d'avancer. Et vous avez aussi ce regard très particulier parce que vous êtes à la fois lectrice, mais vous êtes aussi autrice. Exactement. Alors certes, du manifeste d'une lectrice noire en colère, mais pas que. Vous avez été publiée dans une maison d'édition avec votre premier roman, How to Fall for Her. C'est ça. Comment est-ce que ça s'est passé? Faites-nous part de votre expérience. Okay. Est-ce que ça a été simple d'accès ou si ça n'a pas été, ou si ça ne l'a pas été, qu'est-ce qui a peut-être pu freiner ou favoriser les choses? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors, pour remonter à la genèse, j'écris aussi depuis 2017. J'ai tout fait en 2017. Donc, j'écrivais à l'époque sur Wattpad. C'est une plateforme où des personnes écrivent des livres, ça sort chapitre par chapitre, et puis les gens lisent, c'est gratuit. À l'époque, c'était gratuit. Voilà. Et au fil du temps, mon livre, le nombre de vues explosait. En fait, ça montait, ça montait. Là, on est à plus de 200 000 vues. Donc, j'aurais pu me dire depuis le temps d'envoyer mon livre. Alors, je n'avais pas de syndrome de l'imposteur forcément. Je n'étais pas en mode ça va pas plaire. Il n'y a pas vraiment de raison qui fait que je n'ai pas envoyé. Mais au final, c'est une amie qui est éditrice qui m'a poussée à envoyer mon manuscrit. Donc, je crois que j'ai envoyé, je commençais les envois en mars 2022. J'ai reçu un premier refus, mais la maison d'édition m'a détaillé ce qui n'allait pas et elle avait raison. C'est super sympa de recevoir ce genre de mail. J'ai envoyé à une deuxième maison d'édition, j'ai pas eu de réponse. C'était la troisième, du coup, ma maison d'édition, qui m'a répondu favorablement. Donc, comment ça se passe? Quand la maison d'édition reçoit le livre, ça passe dans un conseil, en fait, avec plusieurs éditeurs ou éditrices qui lisent le livre et après, ils décident si ça vaut le coup, si ça va se vendre. Donc, du coup, mon livre... Ils ont estimé... Donc, alors, la maison d'édition, c'est Nisha, etc. Exactement. Qui a estimé que c'était bankable. Exactement. Voilà. Exactement. Et du coup, pour parler un petit peu de la suite, en fait, donc de tout ce qui est schéma éditorial. Donc, j'ai été déjà envoyé, l'éditrice a commencé à corriger. Donc, c'est comme un ping-pong, en fait. C'est comme un jeu de ping-pong. Elle m'envoie, je corrige, je lui envoie, elle corrige jusqu'à la version finale. Et ça dure combien de temps, cette partie? Alors, ça peut... Il y a toujours des deadlines, mais ça peut durer peut-être entre 4 et 5 mois, en fait. Avant d'envoyer à l'imprimerie. D'accord. Oui, quand même. Il faut tenir la distance, oui, quand même. Il faut tenir la distance. Exactement. Mais bon, quand le livre est déjà là, quand il y a des à la base, c'est vraiment amusant. Enfin, moi, je trouve ça amusant de le faire. Donc, j'ai vraiment apprécié ce premier, puisque c'est... Alors, le manifeste, c'est une réédition. Donc, techniquement, celui d'avant, j'étais déjà passée par là, mais c'était un petit budget, on va dire. Il n'y avait eu que 150 exemplaires. Donc là, c'était vraiment un livre qui allait rentrer dans le monde éditorial et être vendu partout. Donc, c'était un challenge, mais j'ai vraiment apprécié. Et du coup, voilà, je peux vous le montrer. Bien sûr, avec plaisir. Donc, voilà, il est sorti. Oui. Et... il est sorti donc l'an dernier. Oui, c'est exactement le 1er juillet 2024. Et j'étais vraiment très fière. Il faut savoir qu'une fois de plus, puisque je parle de diversité de représentation, c'était très important pour moi que mes personnages soient noirs et qu'ils se voient sur la couverture. Puisque dans mon manifeste, je parle de l'importance de la couverture qui est pour moi la vitrine du produit. D'accord, Quand on passe devant un livre, on sait quand même si on va le prendre ou pas selon la couverture. Beaucoup de lecteurs fonctionnent au visuel. Donc, ils vont voir la couverture, ils vont dire « Ah, ça a l'air beau, c'est intéressant », ils vont regarder le résumé. Moi, en tant que personne noire qui n'est pas grandi avec cette représentation, j'ai eu une année, je crois en 2023, où j'achetais tout ce que je voyais où il y avait des personnages noirs. Et j'ai lu, j'ai apprécié, franchement. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que mes personnages noirs apparaissent sur ma couverture. Et si on rentre un petit peu dans l'univers des personnages noirs, avec tout ce qui est colorisme et tout dans le monde, c'était très important aussi pour moi que mon personnage féminin ait la peau foncée, en fait, qu'on voit la différence dans les médias et que, en fait, elle soit décrite comme
incroyablement belle, mais vraiment dans les détails, en fait. Dans ce livre, je rentre dans les détails, comment elle se coiffe. Elle a plusieurs coiffures tout au long du livre. Il y a même une scène où elle fait son petit masque et tout. Et elle donc, dit... les choix esthétiques, vraiment. Exactement. En sachant que pour rappeler à nos téléspectateurs, le colorisme, c'est vraiment la hiérarchie entre les différentes couleurs de peau. Exactement. Et dans les maisons, on va toujours voir la femme plus claire que l'homme et tout. Je voulais pas tomber dans ce schéma, même si ça veut rien dire. Bien sûr, il y a des couples où la femme est plus claire, mais c'était vraiment un choix pour moi. C'est la symbolique. Exactement. En fait. Et j'explique, enfin, je décris aussi comment le soleil caresse sa peau, en fait, le rendu, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, pour décrire un personnage noir, surtout qu'on n'est pas un auteur noir, et ça, c'est un autre sujet, il n'y a pas vraiment des synonymes, en fait, pour décrire poétiquement la peau, parce que beaucoup d'auteurs vont utiliser des termes de nourriture, en fait, genre la peau caramel, la peau chocolat. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Certaines personnes, ça ne va pas les déranger, mais d'autres, ça va les déranger. D'accord. Pour décrire aussi la texture des cheveux, etc. Il n'y a pas encore beaucoup de termes poétiques qui commencent à émerger, puisque c'est une discussion qui est apportée sur la table. Mais je tenais vraiment à faire ce travail où je décris poétiquement mes personnages, en fait, que ce soit le personnage féminin ou le personnage masculin. En fait, How to Fall for Her, c'est en quelque sorte, si vous me permettez, arrêtez-moi si je me trompe, une sorte de continuité du manifeste. Oui. De manière romancée. C'est ça. En fait, tout ce que je dis dans le manifeste, en fait, je le fais. Vous l'avez appliqué? Exact, je l'ai appliqué dans mes romans. D'accord. J'ai écrit le roman avant le manifeste. D'accord. Donc, en fait, c'est mon expérience aussi que j'apporte, ma vision et mon expérience que j'apporte. Oui. Et du coup, les chiffres sont sortis et il y a eu plus de 3000 ventes. Félicitations, c'est impressionnant. Oui, on pourrait dire que non, mais en fait, si, c'est pour un premier roman, parce que l'autre manifeste, c'est pas un roman, pour un premier roman, oui. Et mon éditrice m'a dit que ce sont de bonnes ventes. Pourquoi? Parce que beaucoup disent qu'ils veulent des livres avec de la diversité de la représentation, mais ils vont pas forcément l'acheter. Donc, beaucoup vont être d'accord et tout. Avec le principe, mais dans l'action. Exactement. Et que, vu les chiffres, en fait, que c'est vraiment une bonne chose. Alors, j'aimerais savoir ce qui a pu faire la différence. Peut-être avez-vous eu cette discussion avec votre maison d'édition. Qu'est-ce qui a fait la différence sur le manuscrit, sur votre personnalité aussi d'écrivain? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Alors, c'est pas une discussion que j'ai eue avec ma maison d'édition, mais pour avoir eu plusieurs retours. Alors, je suis transparente, j'ai eu des retours mauvais, on va dire. Il y a des personnes qui n'ont pas apprécié. Et je vais être honnête, il y a des longueurs dans mon livre parce que je suis quelqu'un, j'aime les descriptions quand je lis. D'accord. Donc, quand j'écris, je décris aussi. Il y a beaucoup de descriptions. Exactement. Aussi. Et c'est un slow burn, mais vraiment slow burn. Parce que la grosseur du livre, oui, d'accord. Les personnages prennent du temps pour se mettre ensemble, pour apprendre à se connaître, mais c'était fait exprès. Pourquoi? Puisque ça parle d'un cœur brisé, ça parle d'une reconstruction, ça parle de l'importance de la famille et des amis dans ce genre de moment, en fait. Et voilà, je prends mon temps pour explorer, pour parler, avec une plume assez poétique, on va dire. Oui. Donc, il y a eu des retours, des personnes qui n'ont pas aimé. Et franchement, c'est les goûts et les couleurs. En tant que blogueuse, je connais ça. Il y a des livres que j'aime, bien sûr. Et c'est d'ailleurs très intéressant de passer un peu de l'autre côté. C'est-à-dire d'avoir ce point de vue de critique littéraire, entre guillemets, c'est-à-dire en tant que blogueuse, et puis d'être à votre tour, décrypter. Ça pique un peu. Ça pique un peu, mais c'est le jeu, c'est le game. D'accord. Oui. Parce que dans le manifeste, vous parlez un peu du processus de sélection qu'il peut y avoir. Vous parlez aussi, bien sûr, de la visibilité dans les médias, dans les maisons d'édition, et vous parlez aussi du positionnement des personnes qui sont au pouvoir qui ont justement le pouvoir de décider de quels manuscrits sont publiés ou pas. C'est ça, oui. En quoi cela est important? C'est important parce que au-delà des livres lambda, en fait, pour les livres avec de la diversité, de la représentation, c'est important de laisser une place à ceux qui ont moins de chance et qui ne sont pas sur le devant de la scène. Bien sûr, je ne dis pas aux maisons d'édition d'accepter tous les livres. On peut être noir et... ne pas être talentueux. Oui, voilà. Voilà, oui. Ça ne va pas forcément oui, c'est ça. On peut être noir et son manuscrit n'est pas encore bien formé, exactement mûr. Donc, je ne dis pas aux maisons d'édition d'accepter... tous les manuscrits, mais en fait, il faut donner sa chance quand même. Quand on voit qu'il y a une petite perle, même si c'est pas encore bien façonné, bref, une pierre, mais il y a un diamant dedans, il faut saisir cette opportunité, surtout qu'il y a une demande, à partir du moment qu'il y a une demande. Enfin voilà quoi, il faut y répondre. Et du coup, c'est un choix militant.
ce dont vous parlez, c'est-à-dire de prendre la décision, peut-être à contre-courant aussi, de se dire on va peut-être définir un quota d'artistes, d'auteurs, d'autrices racisés. On va faire le pari d'en sélectionner quelques-uns, d'en publier, de voir ce que ça donne. C'est du militantisme, en fin de compte. Oui, alors je dirais pas un quota, mais je dirais juste de ne pas faire de distinction, en fait, que ce sont des personnes talentueuses qui méritent en fait une place, tout en gardant à l'esprit, en effet, que c'est des personnes qui ne sont pas publiées, en fait. Et je l'ai dit dans mon livre, tout est politique. Certaines personnes ne seront pas d'accord, mais tout ce qu'on fait est politique. Écouter de la musique qu'on écoute, ça peut être politique. Ce qu'on lit, ça peut être politique, tout comme nos prises de parole sont politiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que justement, je voulais y venir, vous en parlez à de nombreuses reprises dans le manifeste, en disant que, effectivement, toute action est politique. Oui. Dès qu'on choisit, c'est en lien avec la politique. Dites-nous en plus. Alors, je suis sur ce qu'on appelle la partie d'Instagram qui parle de livres, qui s'appelle Bookstagram. Et sur cette partie d'Instagram, beaucoup de personnes aimeraient juste lire tranquillement sans qu'on parle de politique, donc de nos positions, droite, gauche, ou de ce qu'on lit, ce qu'on ne devrait pas lire, parce qu'il y a des auteurs, en fait, qui sont, on va dire... très marquées peut-être dans leur positionnement. C'est ça, qui ne sont pas bonnes en fait, et que certaines personnes décident de ne pas acheter en fait. Donc, ils sont ban, on va dire. Et j'expliquais que certaines personnes vont dire ça et vont lire des livres qui sont politiques, mais elles passent à côté du sujet. Un exemple tout simple, Hunger Games. Hunger Games, je pense que, je ne vais pas dire tout le monde, beaucoup de personnes la trilogie portée au cinéma, la dystopie en fait. Exactement. Hunger Games est politique, mais littéralement, même l'autrice se positionne en disant que son œuvre est politique. Et quand des personnes lisent ce livre et pensent que c'est juste une lecture, en passant à côté du sens en fait du livre, c'est qu'il y a un travail à faire sur soi-même en fait. Parce que Hunger Games, l'autrice elle-même dit qu'elle n'écrit pas si elle n'a pas un message à passer. D'accord. Et Hunger Games, on peut comparer ce livre à n'importe quelle dictature, enfin, non, pas n'importe quelle, mais à certaines dictatures dans le monde et à ce qui se passe aux événements actuels, en fait, même si le livre est sorti depuis un petit moment. Parce que l'histoire nous le montre, les événements se répètent. Oui, c'est un éternel recommencement. Exactement. Donc, certaines personnes vont lire des livres et passer à côté du message politique alors qu'il est clair pour d'autres. Mais c'est parce qu'en tant que personne racisée, depuis petit, on baigne dedans même si on ne le veut pas. Et d'autres ne baignent pas dedans parce qu'elles sont privilégiées. Donc, quand certaines personnes se positionnent en disant qu'on peut lire ce qu'on veut, de ne pas se battre, de ne pas dire à celui-là de ne pas lire, mais en fait, ce n'est pas une interdiction, c'est un rappel, c'est montrer du doigt ce qui ne va pas pour aller vers une meilleure situation. Puisque toi, tu veux aller en haut, il y a des personnes qui sont en bas et tu peux leur tendre la main, en fait. Tu peux les soutenir. Parce que j'explique que quand j'ai commencé à parler, ma parole n'aurait pas été relayée si les gens ne republiaient pas, si les gens ne partageaient pas. Et des gens qui ne partagent pas ma situation, qui ne sont pas noirs, qui ne sont pas sous-représentés. Mais c'est avec nos alliés, en fait, qu'on peut avancer. C'est les alliés et toute autre personne qui peuvent relayer le message, en parler sur leur réseau aussi. Et ça aide la chose à avancer. Donc, tout est politique, en fait, qu'on le veuille ou pas. Tout est politique. En fait, on se positionne. C'est ça. C'est-à-dire par nos choix culturels, littéraires, de films, etc. Exactement. Et à un moment, ce que vous dites, c'est qu'il faut le reconnaître, en fait. Il faut le reconnaître. Parce que certaines personnes n'y sont pas, n'y ont jamais, comment dire ça? N'y sont pas sensibles. N'y sont pas sensibles parce qu'ils ne sont pas concernés. Et je vais le concevoir. Et on ne demande pas à ces personnes de prendre la parole. Même relayer, tu as appuyé sur le bouton republier, tu as fait une action en fait. C'est aussi ne pas invisibiliser la parole des autres. Tu ne veux pas prendre part au combat, mais ne parle pas à la place de la personne qui se bat pour une cause qui est importante. N'insulte pas cette personne, ne la contredis pas. Reste dans ton champ, reste dans le monde des bisounours, comme on dit. Si tu veux, franchement, c'est pas grave. Mais si tu ne veux pas y participer, parce que c'est ton choix. Personne, exactement, n'invisibilise pas la personne qui est en train de parler, qui est en train de se battre. D'accord. Eh bien, écoutez, cette discussion, elle est vraiment très riche. J'ai même failli en oublier la rubrique. Alors, ce que je vous propose, Élodie Darnelin, c'est qu'on vous découvre un petit peu mieux avec notre rubrique Tac au tac.
On passe à notre rubrique tac au tac. Le principe est simple. Je vous pose quelques questions auxquelles vous répondez de façon très spontanée, sans forcément y réfléchir. Le principe, vous avez compris? Oui. On y va. Décrivez-vous en 3 mots. Impulsive, créative, chaleureuse. Quel est le livre que vous emportez ou que vous aimeriez emporter partout? Ça va surprendre, mais Le Petit Nicolas, je ne sais pas pourquoi, c'est un D'accord. livre que j'ai lu plus jeune. Une Madeleine de Proust. Mais voilà, ça me fait rire, ça. D'accord. C'est mon enfant, donc Ok. voilà. À quel âge est-ce que vous aimeriez revenir dans votre enfance? Au primaire, je me rappelle, le matin, tout était beau. Hein. Je me réveillais, je prenais mon petit déjeuner devant les barbes à papa. Enfin, bref, c'était la belle vie. On va dire en primaire. Votre pays préféré de la Caraïbe? Je ne serai pas objective, là. On va dire la Martinique. Ok. Votre défaut qui vous a déjà sauvé la mise? Je suis impatiente et je suis speed, mais c'est une bonne chose parfois. D'accord. Parfois ça aide. Oui, ça, parfois, Il est ça vrai, aide. oui. Si vous deviez vous réincarner, ce serait en quoi? En quoi ça dit? En humain, Comme vous voulez. Humain, chose, feuille, nature, faune, flore. Je crois que j'aimerais bien voler, donc peut-être en oiseau. D'accord. Cette envie aussi de créativité, de liberté exactement. encore. Hein. Ouais. La personnalité que vous aimeriez rencontrer? Je ne vois pas sous le coup. Bon, peut-être un auteur. Oui, un auteur. Ben, j'ai rencontré tous ceux que j'avais envie de rencontrer. C'est vrai? Oui. Ah ben c'est quoi le top 3? Rokhaya Diallo. Ah oui. Oui, voilà. Bon. D'ailleurs, son livre sort le même jour que mon manifeste dans la même maison d'édition. D'accord. Le racisme expliqué aux enfants. Ok. Oui, Bon, voilà. très bien, on se rapproche. C'est bien de pouvoir... Alors, c'était comment, la rencontre? Ah, c'était il y a 2-3 ans, c'était au Lamentin. Elle est vraiment incroyable, en fait. Sa manière de parler, elle est impressionnante. On se sent tout petit. Donc, c'est à un côté bon d'elle. souvenir. Oui, vraiment, oui. Bon, eh bien, ce sera la petite note de fin. C'est une note très positive, en plus. Oui. Et j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Avec votre livre qui vient de sortir, le manifeste qui est republié, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, Élodie Audarnolin. Pas me souhaiter, on va dire souhaiter au monde de l'édition d'évoluer. Vraiment, c'est un souhait qui me tient à cœur. Ah, eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau d'Au gré des pages. Avec plaisir. Et quelque chose me dit qu'on se reverra bientôt. C'est fort possible. Merci beaucoup. Et quant à vous, les Itata, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.